RTL Matin. Et tout de suite, l'invité de RTL Matin, Thomas, vous recevez Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes. Bonjour et bienvenue sur RTL, Marine Tondelier. Bonjour et merci de votre invitation. La Syrie bascule dans l'inconnu, c'est la guerre en Ukraine, c'est la guerre à Gaza. L'Europe avance sans nous sur le chemin du Mercosur et pendant ce temps-là, nous, on n'a pas de budget, on n'a pas de Premier ministre, on n'a pas de gouvernement. On fait quoi maintenant ? Et puis j'ajouterai un fait politique majeur du jour, c'est que Copernicus, vous savez, ce satellite européen vient d'annoncer aujourd'hui que c'était sûr, ça y est, l'année 2024 serait la plus chaude jamais enregistrée. Ça en fait beaucoup, oui, de problèmes pour une journée. Et pendant ce temps-là, la France s'enterre dans des discussions sans fin. Tout ça parce que le président de la République ne veut pas respecter le résultat des élections législatives. Donc, on fait quoi maintenant ? Eh bien, écoutez, nous allons aller le voir ce matin. J'ai rendez-vous à 11h avec lui. On a rendez-vous à 11h avec lui. J'irai avec Cyril Châtelain, la présidente du groupe à l'Assemblée, et Guillaume Gontard, qui est président du groupe Écolo au Sénat. Et on est un peu dépité parce que on a fait la semaine dernière un geste important. Mercredi, j'ai écrit une lettre ouverte à Emmanuel Macron. J'avais écrit à tous les chefs de parti du camp républicain pour leur dire que dans le moment hyper grave dans lequel la France était, il fallait faire des choses qu'on n'avait jamais faites. Et en réponse à cela, il s'est passé deux choses intéressantes. La première, c'est que Gabriel Attal a été le seul chef de parti à ne pas me répondre. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron recevait tous les chefs de parti, les forces politiques de son camp, plus le Parti socialiste, dans une entreprise délibérée finalement pour fracturer le nouveau Front populaire et en fait essayer d'isoler le Parti socialiste en tête-à-tête avec que des partis de sa majorité. Et donc on voit bien que là, on est un peu, quelque part... Non mais attendez... Les vexations, les susceptibilités... Non, c'est pas ça, c'est que tout le monde cherche des solutions, sauf lui, parce que quand c'est et Gabriel Attal et Emmanuel Macron, excusez-moi, mais un point plus un point, ça fait une ligne et ça n'est pas à la hauteur. Nous allons y aller quand même, parce qu'on est des gens... Il vous reçoit pour la forme aujourd'hui ? C'est pour faire bien ou pour vous écouter je vous dirai ça en sortant. Je ne veux pas préjuger de ce qu'il va faire, mais j'ai vu aussi ce qui s'était passé toute la journée vendredi, c'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de chefs de parti sortir de là en parlant d'eux. Enfin, quand on voit Laurent Wauquiez qui arrive, président des Républicains, qui arrive en parlant de lui et qui repart en disant j'ai une super idée, le Premier ministre ne peut être que des Républicains. Tout ça n'est pas sérieux. Il y a un moment, c'est pas de nous dont il faut parler, des partis politiques qui parlent aux partis politiques contre 40 d'autres partis politiques. Il faut parler des Français. On va essayer de sortir de ça justement. Vous, quel profil de Premier ministre est acceptable ? Est-ce que pour vous, comme Jean-Luc Mélenchon, vous dites le Premier ministre ne peut être qu'issu du nouveau Front populaire, sinon on le censurera ? Est-ce que vous en êtes là ? Il paraît clair que respecter les résultats des élections, c'est quand même mieux. Mais surtout, quand je vous dis parler des Français, c'est-à-dire parler de leur quotidien. Moi, je vais voir Emmanuel Macron, le président de la République, avec un triptyque au nom des écologistes. Le premier, c'est évidemment protéger les plus vulnérables, les classes populaires qui souffrent de la politique d'Emmanuel Macron depuis maintenant 7 ans. Et puis, évidemment, des emplois industriels. Vous savez qu'il y a 300 plans de licenciement en cours. C'est des dizaines de milliers d'emplois qui sont en jeu et c'est catastrophique. Le deuxième mot, c'est apaiser. Apaiser ce pays qui, franchement, a tant souffert, qui se fracture et que la politique d'Emmanuel Macron fracture un peu plus chaque jour. Et le troisième mot, évidemment, c'est préparer l'avenir. Et là, on voit bien que l'écologie a toute sa place puisque la planète devient inhabitable. Je peux recevoir n'importe quel responsable politique qui me dira qu'il veut protéger, préparer et apaiser. Oui, sauf qu'il y en a qui font l'inverse. Désolé de vous le dire. Il y a les filles ? Vous êtes obsédé par LFI, mais... Non, je pose une question, parce que c'est vos cousins. Vous savez, y compris les Républicains, quand je vois que la principale chose qu'ils demandent, c'est une loi sur l'immigration, et le Rassemblement national fait pareil, mais attendez, on a passé 6 mois à l'Assemblée nationale, embouteillés par cette loi qui fracture, qui divise, dont les décrets d'application ne sont même pas sortis, que déjà leur plan pour la France, c'est d'en refaire une. Mais attendez, c'est une plaisanterie. Toutes les personnes en fin de vie qui attendent enfin cette loi, il y a plein de lois consensuelles qui attendent d'être adoptées, et on va réembouteiller avec une loi sur l'immigration. Mais c'est contraire à l'intérêt. Les lois sur la fin de vie pour que les aides aux agriculteurs et tout le reste passe, il ne fallait pas censurer le gouvernement à ce moment-là, pour que ça continue à avancer. Écoutez, qu'on soit d'accord ou pas, mais... On ne l'a pas censuré pendant 3 ans et la loi sur la fin de vie n'est pas passée alors qu'elle est prête juste à être mise à l'ordre du jour. En juin, elle était reprête là et finalement elle est C'est pas nous qui avons décidé ni la dissolution, ni de nommer Michel Barnier, ce dont on savait tous que ça se terminerait par une censure. Alors justement, quel est le ou la première ministre acceptable pour vous en profil ? Je ne vous donne pas encore des noms, je vais y venir. Mais je pense qu'il faudrait prendre les choses dans notre sens, sinon les mêmes causes produiront les mêmes effets. Il faut commencer par parler du fond, de ce qu'on veut faire. On voit bien que Michel Barnier, il a mis 17 semaines à être nommé, puis 3 semaines à faire son gouvernement, et le lendemain de l'officialisation de son gouvernement, ses soutiens, ses propres soutiens, débattaient dans la presse de questions aussi légères que faut-il augmenter les impôts, oui ou non. Donc on s'est demandé ce dont ils avaient discuté pendant 20 semaines. Nous, on a eu le mérite au nouveau Front populaire, voyez-vous, d'avoir un programme clair, présenté clairement aux électeurs et présenté clairement par des bulletins de vote avec les vrais logos des gens qui voulaient gouverner ensemble. Je vous dis pas que c'est parfait, je vous dis pas qu'on a la majorité absolue, mais c'était clair. Est-ce que vous êtes prête à un gouvernement d'intérêt général, comme l'a demandé Emmanuel Macron ? Est-ce que demain, voir travailler ensemble Marine Tondelier, Boris Vallaud, Bruno Retailleau, Gabriel Attal et d'autres, c'est une hypothèse ?
Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit-là? Pourquoi je vous dis pourquoi faire? Parce que si c'est pour se retrouver avec un Premier ministre du camp macroniste qui mène une politique du camp macroniste, qu'irions-nous faire dans cette galère? Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, le 9 juin dernier, a décidé de poser une question très claire aux Français. Personne ne lui avait demandé. Voulez-vous, oui ou non, une alternance? Les Français ont répondu oui. Ils veulent un changement de cap politique. Donc notre travail à nous, force politique, c'est de préparer ça, y compris en discuter avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de discuter pour trouver des coalitions parlementaires. Et son devoir, c'est d'y consentir. Rien de plus, rien de moins. Et aujourd'hui, il s'enferme dans une forme d'obstruction. J'ai l'impression qu'on n'est pas plus avancé qu'avant la nomination de Michel Barnier, non? Si ce que vous voulez me dire, c'est que la nomination de Michel Barnier n'a rien résolu, non, c'est que je vous le concède. Et je pense que les gens qui nous écoutent, mais bientôt ils vont l'écouter Rire et Chanson parce qu'ils en auront marre d'entendre des fariboles. Mais est-ce qu'il y a un moment... C'est pas des fariboles, monsieur Soto. Vous pouvez décider que c'est de la faute du personnel politique. LR dit non, mais ça sera que du LR. Le NFP dit, Jean-Luc Mélenchon dit que ça sera que du NFP avec le problème du NFP. Donc on avance. Si vous résumez la vie politique française à Jean-Luc Mélenchon et à Laurent Wauquiez, c'est sûr que c'est plus compliqué. Il y a aussi le Rassemblement national. Ah oui, ça va être mieux. Il y a les écologistes, j'aimerais bien savoir ce qu'ils veulent, là, par exemple. Je vous l'explique depuis ce matin. Vous savez, il y a 3 blocs aujourd'hui dans la vie politique française. Le Nouveau Front Populaire, le bloc centriste macroniste et le Rassemblement national et ses alliés de chez Ciotti. C'est comme ça. Vous pouvez en vouloir à nous, c'est les électeurs qui ont décidé de cette répartition. Moi, j'en veux à personne, je vais essayer de comprendre. On fait avec. On fait avec, et ce serait faute d'expliquer que ça va être simple, confortable, évident. Ça ne l'est pas et ça ne le sera pas jusqu'à la prochaine dissolution. Mais en attendant... Les macronistes ont fait le choix, en nommant Michel Barnier, de nommer quelqu'un de droite qui allait s'appuyer essentiellement sur l'extrême droite. C'est le pari qu'a fait Emmanuel Macron. Il a dit « je nomme Michel Barnier parce que je me suis assuré qu'il ne serait pas censuré ». Bon, ça n'a pas marché. Donc soit il refait le même pari tout le temps et les mêmes causes produiront les mêmes effets, soit on tente autre chose, ce qu'on lui demande depuis 20 semaines, c'est-à-dire de tenter de nommer un Premier ministre issu de la gauche et des écologistes. Est-ce que pour vous, c'est la seule... s'appuyer sur des majorités parlementaires construites avec le centre. Est-ce que pour vous, un Premier ministre issu de la gauche est la seule possibilité acceptable ou pas? Mais c'est pas une question de acceptable par moi. Les Français, très très majoritairement, ont demandé un changement de cap politique. Donc on peut décider qu'en fait, ils voulaient plus d'Emmanuel Macron. C'est l'inverse qu'ils ont voté. Et si on n'écoute pas les gens qui votent, alors qu'ils n'ont jamais voté aussi nombreux depuis des décennies, alors on va dans le mur. Donc je ne sais pas comment vous expliquer plus clairement qu'il faut que le président de la République écoute ce que les Français ont voté, alors que personne n'avait demandé à les voter, c'est eux. C'est lui qui a décidé de dissolution. Ils ont voté pour une assemblée qui ne donne pas de majorité absolue. Oui, mais la très grande majorité d'entre eux ont voté pour défaire le camp macroniste. C'est une réalité, ça fait 7 ans que ça dure. Ça veut dire que par exemple, Marine Tondelier, François Bayrou, dont le nom circule pas mal, est-ce que c'est un Premier ministre acceptable? Je pense, désolé de vous dire, que les politiques ont peut-être une part de responsabilité, mais les journalistes aussi, parce que si vous n'abordez le sujet que par le nom de celui qui va être Premier ministre, et pas du tout par ce qu'il va faire... C'est un nom et c'est une ligne politique derrière. Et bien justement, la ligne politique de M. Bayrou n'a pas gagné les élections législatives. Et donc soit c'est mettre François Bayrou pour faire une politique qui se rapproche de celle qui a gagné les élections, mais dans ces cas-là, autant mettre directement un Premier ministre qui a gagné les élections. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis toujours, il faut revenir au fond. C'est pas intéressant, en fait, de débattre de juste la personne. On est déjà dans un présidentialisme exacerbé. Maintenant, on va faire pareil avec le Premier ministre. Au moment de nommer un Premier ministre, il y a un moment où on peut se poser des questions de personnes. Qu'on ne parle pas des questions de personnes pour 2027, ça, je ne pose pas de questions là-dessus. Mais sur qui ira à Matignon demain ou après-demain, on prend le problème dans le mauvais sens. Et je vous le dis, c'est ce qu'on a fait la fois dernière et ça aboutit à un échec cuisant et à la France au bord du shutdown en fin d'année, à plus savoir quoi faire. Et heureusement que le gouvernement Barnier est tombé là sur le PLFSS le 5 décembre et pas sur le PLF le 20 décembre. Parce qu'on aurait eu 10 jours pour faire je ne sais comment, je ne sais avec qui. Donc on a... un peu de temps pour y travailler. Moi, je regrette que le chef du parti macroniste soit le seul à ne pas avoir répondu à ma lettre ouverte pour trouver des solutions. Je regrette qu'Emmanuel Macron ait décidé de ne pas nous rencontrer vendredi, d'attendre lundi. C'est lui qui perd du temps, c'est lui qui ne veut pas avancer. Si vous deviez faire une concession, ça serait laquelle ? Mais celle d'aller discuter avec des gens avec lesquels j'avais pas forcément prévu de discuter, parce que je pense que la France le mérite et que on peut pas juste être dans le confort chacun en disant je ne sors pas de ma zone de confort. On est dans un moment où on doit tous sortir de notre zone de confort et c'est ce que les écologistes ont fait la semaine dernière en faisant cette lettre ouverte à Emmanuel Macron, en écrivant à tous les chefs de parti, non pas juste du Nouveau Front Populaire, mais de tout le camp républicain, celles et ceux qui ont été élus en réalité, pas juste pour leur programme, mais qu'ils soient NFP ou centristes, parce que des gens avaient très peur de voir arriver Jordan Bardella au pouvoir. C'est ça qui les relie. S'il y a une chose qui unit ce camp à l'Assemblée nationale, c'est ça, et donc il faut revenir dans ces cas-là aux fondamentaux.
L'abrogation de la réforme des retraites, c'est une ligne rouge. Vous n'avez pas dit ligne rouge une fois, là? Non, parce que moi, j'ai des lignes vertes. Vous voyez, je suis constructive et je suis écologiste. Bon. Mais les retraites, c'est simple. C'est l'abrogation où on peut discuter. Et vous savez pourquoi on tient très dur sur l'abrogation? Parce que c'est juste et parce que c'est ce que les Français demandent. Mais par ailleurs, parce qu'on a la majorité à l'Assemblée nationale pour le faire voter. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas un hasard si quand le texte a été encore discuté d'abroger la réforme des retraites il y a peu de temps, les macronistes ont fait obstruction toute la journée en déposant plus de 1000 amendements. Une pratique qu'ils contestent quand ça vient d'autre part. Tout ça est illogique. Ça montre que si on laisse faire l'Assemblée nationale là-dessus, on arrivera à la même volonté que la volonté populaire, l'abrogation de cette réforme injuste. Eh bien, dis donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Au moins, on est clair. Avec vous, avec LR, avec le RN, avec le PS, avec les écolos, avec les modems, finalement, chacun s'arc-boute sur ses positions. Oui, Monsieur Soto, si on faisait un gouvernement tous ensemble, vous seriez le premier à dire ils n'ont pas de point commun, ils gouvernent ensemble, qu'est-ce que c'est que cette histoire et que vont-ils faire? Vous souhaitez du mal, moi je ne veux pas faire de gouvernement. Chacun son boulot. Merci beaucoup.